Vous avez parlé tous les trois du XXe siècle avec des personnages qui ont généré et qui ont régénéré. Donc on est passé de Papus, Ambelin, etc. Est-ce que vous avez une idée pour le XXIe siècle de ce qui pourrait, les prémices des prochaines générations, puisque finalement on voit qu'à chaque siècle il y a des choses qui se fabriquent. Est-ce que vous avez une idée d'aujourd'hui qui c'est qui pourrait être aux commandes de la marmite en quelque sorte, de préparer les prochaines potions ou les prochaines générations, et si vous avez des idées de ce qui pourrait se fabriquer d'autres, de nouveaux, etc. S'il y avait ici dans la salle le président d'un ordre martiniste ou le grand maître d'un autre ordre, nous leur demanderions de prendre la parole. Mais comme manifestement ça ne semble pas être le cas, je ne peux malheureusement pas répondre. Ce que je voudrais dire, c'est que je crois, simplement pour tenter de faire une réponse un peu sérieuse, et pas seulement une pirouette, il en va du martinisme comme de la franc-maçonnerie, de ce point de vue-là, quant à son avenir. Dans un pays comme le nôtre, où il y a une vieille tradition maçonnique et où le martinisme est purement et simplement né, il y a un fait qui est important, à savoir que nous disposons aujourd'hui, je dirais depuis quelques décennies, depuis l'après-guerre, progressivement, nous disposons des connaissances relatives à l'histoire, aux sources documentaires, à la biographie, à la pensée des fondateurs aussi bien de la franc-maçonnerie que du martinisme, et que nous avons de tout cela une connaissance très supérieure à ce qu'elle était encore il y a 50 ans. Bien entendu, cette connaissance, il faut se donner les moyens de l'acquérir, il faut avoir le courage de travailler, et s'agissant de la maçonnerie, vous me permettrez de dire une petite méchanceté, c'est la fin de la journée, j'ai parfois le sentiment que les maçons glorifient tellement le travail qu'ils ont résolu de ne pas y toucher. Et je crains qu'on soit dans la même situation avec un certain nombre de martinistes. Mais auparavant, ils avaient des excuses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, ils ont beaucoup moins d'excuses. Nous avons une tonne de documents, d'archives, d'informations, d'études, d'ouvrages, d'articles de revues qui permettent cette préparation intellectuelle à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure, car pour ma part, je réagis, j'allais dire violemment, je réagis énergiquement contre cette tendance qui consiste à dire que l'initiation, ça n'est pas intellectuel, que ça ne peut pas se dire, qu'on ne peut pas en parler, que c'est quelque chose d'indicible, tellement indicible qu'il faut attendre que ça vienne. Ça, c'est une magnifique excuse à la paresse intellectuelle. Je pense que la voie initiatique suppose une préparation doctrinale, quelle que soit la nature de cette préparation, et que la préparation doctrinale suppose un travail intellectuel, ce n'est pas un gros mot. Et donc, aujourd'hui, nous disposons de toute une source de documents, d'informations et d'études qui permettent d'alimenter sérieusement ce travail. Et c'est pour ça que je suis plutôt optimiste sur l'avenir aussi bien de la franc-maçonnerie et du martinisme, à condition qu'il y ait dans l'un et l'autre cas un nombre suffisamment important de gens, de membres, de l'un ou l'autre ou des deux, pour être conscients de cette nécessité de se saisir de ce corpus, à la fois de ce corpus primitif restitué, retrouvé, et des études qu'ils ont générées, parce que la maçonnerie et le martinisme, ça ne vient pas tout seul, ça suppose un minimum d'effort. Aujourd'hui, nous avons les moyens de produire un effort fructueux. Donc, pour tenter de répondre en partie, je ne sais, en partie seulement à la question, je ne sais pas très bien qui sera aux commandes, et j'avoue que ça me soucie peu, mais je sais que les uns et les autres, les unes et les autres, disposent des moyens d'un travail infiniment supérieur et plus riche à celui auquel on pouvait se livrer il y a encore 50 ans.